Christian, bonjour. Bonjour. Alors, les marchés financiers ont connu un lundi noir en ce 9 mars. Est-ce que tout cela n'évoque pas un petit parfum de 2008 tout de même? Alors, on est quand même dans une situation un peu différente parce que c'est vrai qu'en 2008, on avait eu une situation de chute assez violente des marchés, mais qui était liée essentiellement à un excès de dette, un excès d'endettement, un marché immobilier américain qui avait été surévalué et puis derrière des produits financiers complexes qui se sont révélés quand même très dangereux pour la stabilité mondiale. Là, on est dans un choc exogène. Alors c'est un choc sur l'économie réelle, ça ne vient pas des marchés financiers cette fois, ça ne vient pas d'une prise de risque et c'est trop important de la part des agents financiers, mais c'est un choc très fort sur l'économie réelle. Et après, toute la question, naturellement, ça sera l'ampleur de ce choc, la durée de ce choc, et puis les conséquences que ça aura sur la stabilité économique. Mais l'économie réelle est la première touchée actuellement. Alors, vous nous dites que les marchés financiers ne sont pas le catalyseur de ce choc, c'est une évidence, puisqu'on a eu un choc exogène, un signe noir. Là, pour le coup, c'est le parfait signe noir, le Black Swan. Néanmoins, on pourra s'interroger tout de même sur les excès de la finance et si cette crise ne risque pas de les révéler. Mais on a une situation sanitaire qui n'est pas stabilisée aujourd'hui. Est-ce que dans ce contexte, on peut imaginer sincèrement que les marchés trouvent un plancher ? Alors c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est face à une vraie incertitude, hein, on ne peut pas dire quelle est la probabilité qu'il n'y ait pas d'effet de contagion, bon, on peut faire des modèles mais on voit que c'est très difficile à évaluer et face à ça on n'a pas une réponse je dirais de quelqu'un qui pourrait nous enlever tout le risque. Par le passé on a l'habitude, il suffisait d'une phrase de M. Draghi, il disait sa phrase qu'il fallait et puis le marché disait bon bah ça y est le risque était évincé, la Banque centrale a pris. Là la Banque centrale qu'est-ce qu'elle peut faire face à une contamination? Les États peuvent agir naturellement, il ne faut pas nier, on peut atténuer mais on n'enlèvera pas la contamination. Donc si, là aujourd'hui, on est dans des marchés qui ne peuvent pas rebondir à mon avis, tant que vous n'avez pas une courbe qui vous montre que le nombre de personnes contaminées commence à vraiment décroître, que le nombre de cas, le nombre de malades commence à réellement décroître et qu'on a réussi à vraiment éviter qu'il y ait une contamination au niveau mondial. Le problème, c'est que tant qu'on a ce virus qui se diffuse et que derrière on met en place des mesures qui impactent lourdement l'activité économique, je ne vois pas les marchés rebondir sérieusement. Alors, on va insister sur le rôle possible des banques centrales, mais avant, j'aimerais qu'on mesure un peu l'impact économique, puisque l'Italie a annoncé sa mise totale en quarantaine, qu'en Iran, on a aussi une situation, on en parle moins, mais qui est assez dramatique. Les États-Unis ne sont pas vraiment préparés face à la contagion. En tout cas, ils n'ont pas un système de santé qui rassure pleinement, a priori. Vous, économiste, quel impact êtes-vous aujourd'hui capable de quantifier? Alors c'est très compliqué parce que c'est forcément une hypothèse sur la durée, etc. Mais ce qu'on peut dire, c'est que paradoxalement, l'impact qui sera peut-être le moins fort, ou en tout cas on peut estimer le plus court, c'est pour l'industrie. Alors vous allez me dire, oui, il y a des ruptures de chaîne de production, ça ne repart pas comme ça, c'est évident, hein, je ne vous dis pas qu'on aura un rebond et que dans 2 mois on aura tout oublié. Il y a un impact fort sur l'industrie, des ruptures de chaîne de production, ça ne va pas repartir comme ça, mais on va dire que c'est peut-être le secteur qui peut se redresser peut-être le plus rapidement et en tout cas avoir véritablement une amélioration sur la deuxième partie de l'année si on n'est pas sur un scénario trop noir. Sans pour autant revenir à l'état antérieur en 2 temps, 3 mouvements. Parce que selon les spécialistes de la chaîne d'approvisionnement, enfin certains universitaires, il faut de 18 à 24 mois. Hein. C'est évident, mais on peut avoir des éléments de substitution, alors pas pour tous les produits. Hein. On sait que pour vous donner une idée, il y a à peu près 8% des exportations chinoises qui ne sont pas substituables par un autre pays, qui sont produits qu'en Chine. C'est beaucoup et peu à la fois, mais si c'est une petite pièce essentielle, vous n'allez pas sortir votre véhicule avec 99% des pièces, et puis le 1% qui est produit qu'en Chine, vous êtes obligé d'attendre que ça revienne. Mais on va dire que on peut essayer d'espérer que ça va se résorber graduellement. La vraie interrogation pour moi, c'est le secteur des services. Et là, on est vraiment sur quelque chose, une vraie inquiétude, parce que je vous prends un exemple. Est-ce que vous pensez que le secteur des croisières va rebondir rapidement? Est-ce que demain, vous allez dire, bon, il n'y a plus de problème de virus, en septembre, je repars en croisière avec un risque d'un bateau bloqué au milieu des mers et que personne ne veut laisser accoster. Ou tout le secteur aérien, très clairement, l'impact est fort. Et puis surtout, la grande interrogation, c'est que tous ces secteurs-là qui prennent de plein fouet ce choc, est-ce qu'ils pourront résister? Or, on sait que dans les services, c'est beaucoup de petites et moyennes entreprises, beaucoup plus que dans l'industrie. Alors, il y en a naturellement, mais des entreprises qui sont beaucoup plus fragiles, qui n'ont pas forcément beaucoup de trésorerie. Alors,
Alors, je n'ai pas le chiffre en Europe, mais je vous prends juste un chiffre en Chine. En Chine, vous aviez un tiers des entreprises chinoises qui avaient moins de 1 mois de trésorerie et 3 mois, c'était même les 2 tiers n'ont pas plus de 3 mois. Donc 3 mois à l'arrêt dans un secteur comme les services, vous avez énormément de faillites. Donc là, la vraie inquiétude, à mon avis, ce sont sur les acteurs les plus fragiles du secteur des services, notamment du tourisme événementiel, où là, on a des vrais risques de faillite. Et malheureusement, les mesures d'accompagnement qui sont nécessaires et fort louables, comme du report de charges, du report de TVA, ne suffiront pas à limiter la casse. Ah, c'est mieux que rien, mais c'est clair, on ne peut pas éviter une entreprise qui fait faillite. Enfin, si vous avez 3 mois de gel complet. Enfin, ça limitera la casse, mais ça ne fera que la limiter un peu. Ça limite. Et puis derrière, surtout le point essentiel, c'est que si vous avez une entreprise qui fait faillite, eh ben, vous ne rebondissez pas. Et c'est là où il faut faire très attention au scénario de rebond. C'est que si on a des hausses de faillite, il n'y aura pas de rebond d'activité aussi net immédiatement au bout de 2-3 mois. Alors, je faisais mention, on n'est pas des spécialistes des épidémies, hein, on laisse ça aux scientifiques, mais j'insiste sur le risque américain, parce que là, on touche aussi à l'organisation sociale et économique. On a plein de travailleurs qui n'ont pas de couverture santé. Or là, ça peut favoriser une propagation de l'épidémie. Oui, alors paradoxalement, les États-Unis sont plus fragiles face à une épidémie que la Chine, par exemple. Alors vous allez me dire pourquoi ? Parce que déjà, on a un taux d'urbanisation qui est plus élevé, et on sait que les épidémies, c'est quand même, elles se diffusent beaucoup plus dans les villes. Et puis de l'autre, on a près de 2,3 millions d'Américains qui n'ont pas de couverture sociale. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gens-là, s'ils arrêtent de travailler, ils ne touchent pas de salaire. Ils sont payés, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'Américains, notamment qui ont des emplois précaires, qui sont payés hebdomadairement, de manière hebdomadaire. Donc, du coup, ils n'ont pas d'épargne. Ce sont des gens aussi qui n'ont pas d'épargne, qui ne peuvent pas rester 1 mois sans travailler. Donc, s'ils sont malades, eh ben, ils vont aller au travail. Et puis derrière, s'ils sont malades, ils ne vont même pas aller dans un hôpital parce que tout de suite, ils vont avoir 3 000 $ de facture à la sortie de l'hôpital en disant on vous a fait le test, vous n'êtes pas malade. Oui, mais j'ai 3 000 $ à payer derrière. Donc, il y a des coûts prohibitifs de la santé, ce qui fait que face à ce risque, un risque d'épidémie, il y a un vrai risque derrière que les gens n'obéissent pas aux injonctions des États et que derrière, il y a vraiment une contamination. Et là, on a beaucoup de critiques aujourd'hui qui sont formulées vis-à-vis notamment de M. Trump en disant qu'il a sous-estimé et que toutes ces critiques vis-à-vis du système de santé américain aujourd'hui pourraient se payer chèrement s'il y avait une vraie épidémie aux États-Unis. Mais c'est une incertitude majeure que le marché prend en compte aujourd'hui. Alors, on le voit très nettement. On a toujours eu l'indice S&P qui a baissé ou accentué ses pertes dès qu'on avait l'annonce du nombre de malades aux États-Unis ou qu'on avait des annonces de risque que ça atteigne les États-Unis. Donc, pour l'instant, les États-Unis sont relativement épargnés, donc tant mieux, mais c'est une grosse sensibilité des indices à ça. Je reviens maintenant aux banques centrales parce que c'est un sujet essentiel. On entend beaucoup dans le marché, finalement, les banques centrales, elles peuvent encore énormément, en tout cas, il y a certains acteurs de marché qui le disent, elles peuvent baisser les taux. Je ferai remarquer que les taux sont relativement bas, donc les marges de manœuvre, à mon avis, sont limitées, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Et elles peuvent continuer à injecter de la liquidité, mais de la liquidité qui était d'ores et déjà abondante. Donc, est-ce que l'action des banques centrales peut vraiment être décisive dans ce contexte? Alors, c'est vrai, il faut à la fois. C'est-à-dire que les banques centrales n'ont pas de limite dans leur capacité d'intervention. C'est-à-dire qu'une banque centrale comme la BCE, la Fed, peut créer autant de liquidités, peut créer autant de monnaie, pour faire simple, qu'elle le souhaite. Il n'y a pas à un moment donné, elle va dire je ne peux plus faire. Donc, elle pourrait même acheter tous les marchés. Elle pourrait acheter finalement toutes les actions qui circulent. Mais d'ailleurs, certains évoquent la possibilité d'acheter des actions. On fera remarquer que la BOJ, la Banque centrale du Japon, le fait déjà, puisqu'elle détient 77% des ETF sur le Nikkei, l'indice japonais. Ça n'empêche pas le Nikkei de baisser. C'est là tout le problème. C'est-à-dire que la Banque centrale peut agir énormément, apporter de la liquidité, se substituer éventuellement. Par exemple, sur un marché monétaire, les banques ne veulent pas se prêter entre elles. Et ben moi, Banque centrale, j'arrive et puis je dis je vous prête à chacune. Voilà, on a débloqué le système. Mais est-ce que les banques vont se reprêter entre elles derrière? Ce n'est pas évident parce qu'au contraire, elles vont prendre l'habitude d'avoir la Banque centrale, d'aller à la Banque centrale et donc vous cassez un marché. Donc ce n'est pas aussi simple que ça d'une part. Et puis derrière, ça ne résout rien sur l'économie réelle. C'est-à-dire que derrière, ce n'est pas ça qui va faire qu'il y a moins de malades, ce n'est pas ça qui va faire que vous allez produire plus de voitures, parce que si votre chaîne de production est à l'arrêt, donc c'est un élément d'accompagnement. La Banque centrale, elle peut faire en sorte que les banques soient incitées à prêter. Elle peut faire en sorte que les banques disent
ah, vous avez des problèmes de trésorerie, j'ai la Banque centrale qui me fait des financements très bas, qui a peut-être allégé un peu mes contraintes aujourd'hui qui font que je peux vous prêter plus facilement et que j'ai intérêt à prendre le risque de vous prêter. Mais derrière, si vous êtes une entreprise qui est vraiment proche de la faillite, eh ben, vous n'avez aucune banque qui va vous prêter juste pour le plaisir, pour que vous fassiez défaut dans 2 jours. Donc derrière, il y a une limite derrière. La banque centrale, elle ne va pas aller directement jusqu'à prêter directement aux particuliers, directement. Donc il y a quand même des limites à ces actions. Et puis derrière, elle ne crée pas de la richesse. Elle ne fait que apporter de la liquidité, mais derrière, il faut que les agents économiques aient envie de consommer, aient envie d'investir. Vous n'allez pas aller dans votre centre commercial parce que la Banque centrale a financé un plan d'aide de l'État qui vous a crédité 500 €. Parce que je pense que l'hélicoptère monnaie, ça passera plutôt par les États que directement, on ne va pas créditer. Oui, on donne de l'argent directement aux ménages. Mais derrière, le ménage, est-ce qu'il va aller dans un centre commercial s'il y a une épidémie? Donc, oui, ils peuvent faire des choses, oui, mais c'est des mesures essentiellement d'accompagnement et ce n'est pas ça forcément qui va permettre un rebond s'il y a vraiment un gros choc économique. Ça peut l'atténuer, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tous les facteurs de risque. Alors, il y a des mesures macro-prudentielles aussi qu'on peut prendre, c'est-à-dire changer certaines règles pour accompagner, mais là encore vous insistez, c'est de l'accompagnement, accompagnement des entreprises en redéfinissant les créances douteuses, en estimant que finalement une créance non payée au bout de 90 jours, c'est plus une créance douteuse, mais au bout de 120 jours ou de 160, peu importe. Mais ça aide les entreprises. Voilà, il y a l'aspect réglementaire qu'il faut prendre en compte, il n'y a pas que l'aspect liquidité qui est souvent mis en avant, il y a aussi tout un aspect réglementaire bancaire. Alors, on a un choc épidémique, on a un choc pétrolier maintenant, puisque l'Arabie saoudite, devant l'échec des négociations avec la Russie, elle n'a pas réussi à convaincre la Russie de baisser sa production, a décidé, puisque c'était comme ça, d'ouvrir les vannes et d'augmenter sensiblement sa production, autrement dit de se lancer dans une guerre des prix. La réaction du marché ne s'est pas fait attendre. On a assisté à un décrochage en séance lundi 9 mars, je précise que nous sommes le mardi 10 mars, de 30% du pétrole. Il avoisine pour le moment les 33 $ le baril. Est-ce que ce choc déflationniste n'est pas de nature à susciter une crise financière? Je m'explique. Les sociétés d'énergie représentent 11% du marché de la dette à haut rendement aux États-Unis, c'est-à-dire la dette de moins bonne qualité. Ces sociétés d'énergie sont principalement des exploitants de pétrole et de gaz de schiste, dont le point de mort se situe bien au-dessus des 33 $ le baril. Cela signifie que ces entreprises ne sont pas en mesure de résister au choc et au niveau de prix actuel, d'autant qu'elles ne gagnaient déjà pas beaucoup, voire pas du tout d'argent à 60 $ le baril. Donc est-ce que la montée, qui semble a priori inéluctable, des défauts sur la dette à haut rendement, puisqu'en toute logique on aura des faillites, ne risque pas de provoquer des réactions en chaîne dans toute l'industrie financière? C'est un peu la crainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes face à un secteur bancaire qui prête, mais qui prête avec des faibles marges. Et forcément, quand vous avez très peu de marge, quand vous faites un crédit, eh ben, un seul défaut, ça affecte tout de suite votre rentabilité. Donc la principale crainte que l'on a déjà, c'est qu'on aura forcément des résultats de banque qui seront très sensibles à une remontée des taux de défaut, plus que par le passé. Parce que quand vous faisiez beaucoup de marge sur un crédit, vous supportiez beaucoup de défauts. Donc là, il y a un vrai problème de fond, c'est-à-dire qu'on a quand même un système bancaire qui reste fragilisé avec le bas niveau des taux d'intérêt et les bas niveaux de marge qu'ils ont sur leur crédit, et face à une remontée du risque. Et donc forcément un coût du risque qui va monter. Donc là, c'est une vraie question parce qu'on est en train de dire aux banques, il faut que vous prêtiez, il faut vous éviter à tout prix les risques de faillite, mais derrière, c'est très lourdement sanctionné sur leurs résultats s'ils ont une faillite. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'une fragilité qui reste, qui est née finalement de cette crise de 2008, et puis on n'en est pas vraiment sorti quelque part. C'est qu'on a un secteur bancaire qui reste quand même encore aujourd'hui très fragile, avec des contraintes réglementaires qui font aussi que ça leur coûte très cher aujourd'hui de prendre du risque. Donc tout ça, c'est un cocktail qui montre finalement qu'on n'est peut-être pas totalement sorti de 2008 quelque part, puisqu'on est encore sur des éléments de fragilité qu'on pensait avoir mis de côté. La Banque centrale, elles peuvent agir, elles peuvent aider, mais elles ne peuvent pas empêcher les faillites dans le secteur pétrolier aujourd'hui. Alors c'est l'exemple du pétrole de schiste, on est clairement l'illustre très bien, parce que si vous avez en chaîne des faillites, ça va forcément peser sur les résultats des banques. Donc c'est pour ça qu'on a un cocktail aujourd'hui qui est perçu très négativement sur le secteur bancaire. C'est-à-dire qu'on se dit les banques, c'est les doubles victimes. Elles sont victimes par la baisse des taux, par le fait qu'elles vont avoir moins de marge, et elles sont victimes en cas de dégradation de l'économie réelle et de hausse des créances douteuses. Donc du coup, là où on est sur quand même un élément de fragilité, c'est que s'il y a une défiance vis-à-vis du secteur bancaire, là on revient presque à une crise bancaire comme on l'a connue en 2008.
clairement. Bon, espérons qu'on n'ira pas là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une crainte qui pèse sur les marchés. Et je pense que ça fait partie des éléments pris en compte par les investisseurs et qui expliquent une partie de la baisse. Ça vous montre au moins qu'il y a encore une fragilité de notre marché financier et une grande fragilité du secteur bancaire qui persiste. Alors, on a parlé de l'aspect financier, enfin des conséquences financières de cette crise potentielle du high yield américain via les sociétés énergétiques américaines, mais ça aurait un impact aussi direct sur l'économie réelle, puisque un emploi, vous allez me démentir si je me trompe, mais un emploi créé dans le secteur du pétrole de schiste, c'est 8 emplois indirects associés. Oui, alors c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est très difficile aujourd'hui d'estimer parce que d'un côté, vous allez me dire, il y a l'effet positif, les baisses du pétrole, c'est bien, ça donne du pouvoir d'achat aux ménages, donc ça va même stimuler, on va dire toutes choses égales par ailleurs, il faut faire attention, mais ça peut même stimuler la consommation dans les États qui ne sont pas producteurs de pétrole. À l'inverse, dans les États qui sont producteurs de pétrole, on a vu qu'il y avait un effet et une sensibilité aujourd'hui de l'économie, par exemple, si je vous prends le Texas, il y a une très forte sensibilité au cours du pétrole, naturellement, puisque le pétrole de schiste, c'est une activité aujourd'hui primordiale. Donc aujourd'hui, en net, on pourrait dire que ce n'est pas forcément si positif que ça, la baisse des cours du pétrole. Avant, on disait toujours, baisse des cours du pétrole, ça relance l'économie américaine. C'est beaucoup, beaucoup moins vrai aujourd'hui. Je vous dirais, vision optimiste, j'avais fait des calculs, mais ça fluctue. Vision optimiste, c'est neutre. Mais on pourrait presque dire, vu l'ampleur du choc et vu l'impact que ça peut potentiellement avoir si les cours du pétrole restent durablement déprimés, ça pourrait être même en net négatif. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. L'économie américaine ne profite plus autant que par le passé de ces baisses des prix du pétrole. On arrive au terme de cette émission. Christian, la baisse des marchés a été tout de même assez prononcée, assez brutale, assez violente. Certains jugent que finalement la bourse est aujourd'hui bon marché et que c'est peut-être l'occasion de jouer un rebond. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'une part, bon marché, oui et non. C'est-à-dire que quand on regarde le niveau de valorisation, on est très légèrement en dessous de la moyenne de long terme. Alors après, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais attention, en dessous de la moyenne de long terme, avec des révisions de résultats des entreprises qui n'ont pas encore été totalement actées par les analystes. Donc mécaniquement, si je révise à la baisse les résultats des entreprises, je vais faire remonter la valorisation de la bourse, mais sur le mauvais mouvement quelque part, puisque ça sera juste une révision à la baisse des perspectives. Donc ça, attention à ça, on ne peut pas dire qu'on est bon marché. Alors on ne peut pas dire qu'on est très cher aujourd'hui, puisqu'on a quand même pas mal corrigé et on était vraiment sur des niveaux de valorisation un peu tendus. Maintenant, derrière ça, il y a la vraie question. Mais quel sera le coût de cette crise? Quel sera le coût économique réel? Est-ce qu'on est sur un scénario de rebond, alors plus ou moins violent, plus ou moins rapide, mais enfin, on va dire en 2021, on a tout oublié, tout va bien? Ou est-ce qu'on est sur des vrais impacts durables et qu'on va mettre 5 ans pour s'en remettre? Et là, aujourd'hui, je n'ai pas totalement la réponse parce qu'on n'a pas réglé le problème du virus, tout bêtement. Il faut régler déjà ce problème. Il faut régler le problème des impacts économiques pour essayer de contenir le virus. Et ça, ce n'est pas encore fait aujourd'hui. L'Italie ne fait que commencer. Donc, voyons déjà si on a une visibilité là-dessus. Donc aujourd'hui, pour revenir et reprendre du risque, à mon avis, c'est un peu trop tôt. On peut rester éventuellement en bourse, mais il faut aller vraiment sur des valeurs, qui offrent du rendement, un dividende, et qui sont totalement déconnectées de ce risque virus. Je vais prendre un exemple, le secteur des utilities, le secteur télécom. Ce sont des secteurs qui sont beaucoup plus protégés. Revenir sur le luxe, oui, ce sont des sociétés solides, oui, ce sont des secteurs qui peuvent rebondir, mais c'est peut-être un peu trop tôt aujourd'hui, vu ce qu'on voit, vu la visibilité que l'on a. Donc si je suis investisseur individuel, pour le moment, je me suis abstenu d'aller sur les actions, ce n'est pas le moment d'y aller. En gros, tant qu'on n'a pas une clarification de la situation au plan épidémiologique. On ne rentrera jamais sur le point bas, mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est regarder les courbes de contamination. Si on arrive à circonscrire l'épidémie, oui, il faudra y retourner. On loupera peut-être les 4-5% de rebond, mais vaut mieux attendre ça que de risquer de jouer la volatilité. Et on peut avoir la bourse qui peut prendre 4-5%, rechuter derrière. Donc attention pour le moment. Voyons clair sur l'aspect épidémie et après, on fera les calculs économiques, on aura les impacts réels et là, on pourra véritablement savoir si la bourse est chère ou pas. Christian, merci.